Merci beaucoup d'être présent. Merci à ces membres du jury d'être là, et ces éminents membres du jury présents. Il y a d'autres personnes qu'on excusera, on vous fera la liste des membres. Il y a un dossier de presse d'ailleurs qu'on va communiquer aux journalistes présents et qu'on enverra à la presse. Donc Michel, effectivement, on a souhaité pour Michel qui a disparu il y a 1 an, lui rendre un hommage en créant ce prix. Donc c'est Serge notamment qui a eu cette idée lors de l'hommage rendu à Marseille l'an passé de ce prix. Il nous expliquera pourquoi cette idée, mais Michel était elle-même une lanceuse d'alerte. Michel a lancé l'alerte contre le mensonge d'État de Tchernobyl en 86. Elle a soutenu énormément de lanceurs d'alerte. Je pense notamment à Irène Frachon et va travailler notamment sur le scandale du Mediator avec Michel, sur d'autres scandales sanitaires également. On a soutenu également, dans le cadre d'une nuit des idées, un certain nombre de lanceurs d'alerte, notamment Karim Ben Ali, qui était le lanceur d'alerte de Florent, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, qui déversait, on lui demandait de déverser en fait de l'acide à même la terre dans le sol directement. Il avait filmé et il avait publié cela. Oui, et ensuite, il avait eu beaucoup de soucis. Donc Michel l'a accompagné longtemps. On a fait une caisse, elle a lancé une caisse pour soutenir cet homme qui ensuite a perdu son travail, qui a dû quitter l'Est de la France également. Donc elle a soutenu des lanceurs d'alerte moins connus, pas uniquement Irène Frachon, mais également des lanceurs d'alerte plus anonymes, on va dire. Voilà, c'était très clairement, je pense, la bataille pour la vérité, pour la justice, contre les crimes industriels. C'était la bataille reine que Michel a menée. Et on a souhaité donc créer ce prix. Elle avait monté donc une nuit de lanceurs d'alerte au MUSEM. C'était en 2018. On avait eu un échange notamment avec Snowden, qui était en duplex. On avait eu énormément de lanceurs d'alerte. Et donc, pour ce prix, on est en lien également avec des associations qui vont nous permettre une fois ce prix lancé, donc aujourd'hui, d'avoir un certain nombre de personnes que l'on pourrait récompenser dans les années à venir. Merci en tout cas. Et Serge Auru, donc je te laisse présenter cette initiative. Si nous parlons de Michel Rivasi ce matin, permettez-moi de vous demander de la saluer en l'applaudissant. Alors, le prix Michel Rivasi. D'ailleurs, ça serait intéressant de faire une nuit des lanceurs d'alerte pour présenter le prix Michel Rivasi, pour le décerner en tous les cas. Une autre idée. Le prix Michel Rivasi, c'est pour, je dirais, illuminer cette vie de cette femme fantastique, parce qu'elle était lumineuse. Bien sûr, une magnifique vie d'engagement. Nous l'avons côtoyée, nous avons entendu ses éclats de voix, ses éclats de rire, ses encouragements, ses découragements, les attaques qu'elle vivait, y compris de ses proches. Mais dans un groupe, il y a toujours des controverses. Mais et nous avons été c'est le lanceur d'alerte, c'était quelque chose de très naturel, une traînée dans notre vie, face à la désinvestir, face au déni, face aux attaques. C'est bien comment on a attaqué sur la vie, avec un vaccin, un certain collaboratoire, à cette attaque ici. Et forcément, il y a ici à notre sang. On est pieds. Pour balancer les directeurs. C'est-à-dire, sinon, c'est une gens, c'est une jeunesse, et bien, c'est lui, ce genre de bataille. Alors, privilégier un prix, Michel Rivasi, c'est formidable, mais décerner un prix à des lanceurs d'alerte ou à des propositions, parce que, on en parlait, tout à l'heure, avec, l'ami Buteau, c'est pas les temps,
Euh, c'est difficile pour un lanceur d'alerte de dire, moi je vais présenter ma candidature pour prix du Saint-Géry. Donc ça peut être aussi des propositions des uns et des autres, qui souhaitent des actions, des êtres anonymes, discrets, tous sont discrets parce qu'ils sont attaqués. Donc voilà. Lanceur d'alerte, on lance une alerte, mais en même temps, on lance une alerte pour un monde meilleur. On lance une alerte sur une meilleure humanité. On lance une alerte parce que il y a des désagréments chez nous qui vont dans l'air que nous respirons. Nous vivons une économie prédatrice que notre environnement immédiat et lointain. Michel combattait cela avec beaucoup de force et beaucoup d'engagement. C'est un exemple. Nous souhaitons que son exemple perdure à travers le prix Michel. Ouais, voilà. Bonjour à toutes et tous. C'est vrai que moi, c'est Michel, c'était ma grande amie avant d'être la combattante politique, parce que dès 1986, comme j'étais médecin aussi, j'ai été alertée par ce mensonge d'État qu'elle a dévoilé la face on va dire, du monde. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est avec émotion, et je remercie Serge d'avoir eu cette initiative, et je remercie toutes celles et ceux qui ont réussi à mettre en place ce prix du jury, parce que c'est vrai que je m'étais engagée, mais malheureusement, c'est à Marseille, c'est Sébastien et Guillaume qui nous ont entraînés, et merci pour votre ténacité, votre engagement. Engagement de ce partage, mais malheureusement, j'ai pas pu être à vos côtés pour mettre tout ça en place. Les combats de Michel sont pour moi fondamentaux. C'est une grande perte. Parce que moi, en tant que médecin, j'ai subi, mais individuellement, mais dans mon engagement politique, le poids des lobbies pharmaceutiques. J'ai entendu des mensonges. J'ai pas eu son courage, s'il est vrai, parce que j'étais seule dans mon cabinet à dénoncer ces contre-vérités qui nous adressaient pour pouvoir diffuser leurs médicaments souvent inutiles. Michel, elle s'est battue pour l'environnement sain et la santé de toutes et tous, au-dessus de tous les lobbies, les considérations de profit engrangées par la majorité de celles et ceux qu'elle combattait. Michel, avant tout, ce qu'il faut défendre, ce que je défends chez elle, c'est son acharnement à se battre face aussi à ce milieu politique que j'ai découvert un peu tard, de ces ventres mous de la politique et qui n'osent pas aller de l'avant, qui subissent les contraintes politiquement correctes imposées aussi par leur propre parti, parce qu'il ne faut pas aller trop loin, parce qu'il faut quand même être complaisant. Il faut garder un petit peu le pouvoir et les intérêts. Michel, c'est souvent été seul à mener ses combats, seul aussi contre certains. Alors il y avait les milieux politiques, bien sûr, mais il y avait aussi le poids des lobbies, de l'agro-industrie, des lobbies de l'industrie pharmaceutique, les lobbies de tout. Et vraiment, c'est ça aussi que je veux soutenir, elle n'a pas eu peur, toute seule, d'affronter et de s'engager pour finalement une santé pour toutes et tous dans un environnement protégé. C'était pas son intérêt qu'elle défendait, c'est l'intérêt collectif, l'intérêt général. Et ça, malheureusement, beaucoup le perdent de vue. Et pour moi, c'est comme ça qu'on doit faire de la politique. Faire de la politique, autrement, c'est faire de la politique, comme Michel Rivasi. Et bravo pour ce prix. Et bravo aussi pour tous ces lanceurs d'alerte qu'il faut défendre parce que ils sont isolés. Et moi, enfin, je sais ce que c'est la peur de l'isolement, la peur de tout perdre. Et ça aussi, il faut le reconnaître. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on les défende, il faut qu'on les soutienne. Bravo pour cette initiative. Merci à tous. Merci Michel. Marie Blanquin maintenant qui a fréquenté longtemps Michel de nombreuses années, dans de nombreuses batailles, mais tu as également inspiré la première loi de protection des lanceurs d'alerte. Wow. C'était environnement santé, le champ. 3 ans après, Michel Sapin fait une loi plus large, avec les détournements financiers et tout ça, mais beaucoup plus restrictive sur la protection du citoyen qui se mouille. Et quelques années plus tard, il y a une directive européenne qui est transcrite dans le droit français. C'est un monsieur qui s'appelle Wasserman et qui rétablit quand même un peu d'exigence. Mais malgré tout, le prix Michel Rivasi
ne se contentera pas de la définition législative du lanceur d'alerte, du genre c'est celui qui au sein de son entreprise demande d'abord à son patron s'il a le droit de causer. Je caricature, mais enfin on en est là. Nous on entend l'alerte au sens large. Un lanceur d'alerte, il ne naît pas héros, il le devient. C'est quelqu'un comme vous et moi, qui voit un truc, qui est observateur, comme Michel l'était. Elle regardait bien tout ce qu'elle faisait, son travail. Et puis ensuite, il se rend compte qu'il y a une anomalie, et il en parle autour de lui. Il cherche des gens solidaires pour se battre, comme Michel l'a fait. Elle n'a pas toujours trouvé le panel nécessaire. Et puis après, eh ben, il ne trouve pas de débouché, ni le préfet, ni l'agence de santé, ni les institutions faites pour ça ne font pas leur boulot. Alors il bout à l'intérieur, la colère monte, l'angoisse monte, et à un moment donné, il parle publiquement, et quelquefois, on le licencie, on le condamne, on le tape sur les doigts, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a eu les lois pour tenter de les protéger, mais c'est surtout pour ça que le prix Michel Rivasi colle à la personnalité de Michel, qui savait repérer les victimes, repérer les dysfonctionnements et aller jusqu'au bout des outils pour corriger ces dysfonctionnements. Donc ce qu'on veut avec ce prix, c'est coller à la forme des combats de Michel et mettre en évidence des alertes qui méritent encore. Merci, merci à vous tous et merci d'avoir eu cette merveilleuse idée de créer un prix Michel Rivasi pour la faire vivre encore longtemps, pour qu'on se souvienne de ce combat homérique. Moi, j'ai la chance de la connaître en 2009 pour ma première campagne pour entrer au Parlement européen et j'ai tout de suite apprécié son côté amical et humain qui n'était pas nécessairement la qualité la plus répandue lorsqu'on fait une campagne. Ouais. Et elle ne s'est jamais démentie. Nous avons passé 10 années ensemble au Parlement européen et nous avons porté ensemble avec d'autres élus verts la nouvelle réglementation de protection des lanceurs d'alerte. La Commission disait d'abord qu'elle n'était pas compétente, que l'Union européenne ne pouvait pas légiférer en matière de protection des lanceurs d'alerte. Et nous, le groupe des Verts, nous avons fait faire une étude par un professeur italien qui a donné le chemin comment on pouvait, en s'appuyant sur les droits du travail, réglementer et protéger les lanceurs d'alerte. Et la protection d'alerte par la directive européenne qui maintenant est transposée dans tous les pays membres est une protection beaucoup plus large que celle qui donnait la loi Sapin. Elle concerne plus de personnes et surtout, elle n'oblige pas à reporter d'abord en interne. Et on peut aller voir la presse si le chemin hiérarchique est bouché. De par mon métier, et comme beaucoup d'entre nous, nous voyons les conséquences désastreuses dans la vie des gens qui, parce qu'ils ont vu l'anormalité et l'ont signalé, l'ostracisme dont ils sont victimes, la perte souvent de leur boulot et aussi parfois de leur famille, parce qu'on devient obsédé au moment donné. Quand on est lanceur d'alerte et qu'on n'est pas entendu, j'observe chez mes clients parfois un engagement ou une déviance de la personnalité. On pense qu'à ça et on devient persécuté. Et donc, ça a des conséquences de la vie dramatique. Et je pense que avoir la possibilité de les distinguer et de leur donner aussi des conseils pour se faire assister très tôt dans la procédure est important. Donc, moi, je suis très fière d'être membre du jury de ce prix et j'espère que les associations et les citoyens nous proposeront beaucoup de noms et que nous puissions distribuer ce très beau prix. Bon, je me souviens juste, Eva, d'une petite, de votre première action, je pense que vous l'avez faite avec Michel. C'était à Monaco, c'était une action, on fait paradisco.
Et ce jour-là, on a failli assister à une arrestation de Michel Rivasi et d'Eva Joly. C'était au tout début de la campagne et on avait déployé une banderole, elle lâchait pas, on sentait que les deux caractères s'étaient bien trouvés. Et il a fallu vite pousser Eva et Michel au-delà de la frontière pour éviter l'arrestation de ces deux personnalités. Voilà. Corinne, la Paris, vous avez côtoyé de nombreuses années Michel, notamment sur justice pesticides. Pas que, oui. Pas que. J'ai eu la chance de rencontrer Michel en 86. Vraiment, de Charles Pignet. Je dirais que les questions nucléaires, ou plutôt anti-nucléaires, nous ont liés tout au long de notre vie. Lorsque nous étions, enfin j'étais député européen, nous avons monté ensemble toute une opération pour avoir des fonds pour créer un dispensaire à Ivankov, vous vous en souvenez, pour accueillir les femmes enceintes de manière à ce qu'elles puissent avoir une nourriture non contaminée pendant leur grossesse. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, 80% de la cohorte des enfants, c'est-à-dire 0-18 ans, étaient victimes de Tchernobyl, alors que c'était des enfants nés bien après Tchernobyl. Michel, pour moi, c'est une femme qui avait des qualités très rares en matière politique, d'une très grande honnêteté. C'est pas fréquent. Je parle pas de mettre les mains dans le pot à confiture, mais je veux dire d'une honnêteté intellectuelle. Quelqu'un qui ne se laisse pas dévier de ce qui lui paraît juste. C'est une femme très courageuse, ce qui n'est pas non plus forcément ce qui est le plus répandu dans la classe politique. Et Tertio, elle avait de l'imagination, elle avait des idées pour mener à bien ses opérations. Et le cumul de ces trois qualités, qui encore une fois est assez rare, en faisait un être tout à fait exceptionnel. On a fait plein de coups ensemble, même si on ne venait pas forcément du même horizon politique, on se retrouvait toujours sur le même sujet. Ce sujet environnemental, on avait monté un truc dans les années 2000 qui s'appelait OVAL, pour Observatoire de vigilance et d'alerte écologique. Bon, qui n'a pas fait grand-chose, mais enfin, on a un peu bossé là-dessus. Et puis, nous avons essayé au Parlement européen en 2009 de lancer la bataille au moment du H1N1, qui a été un truc homérique, parce que on s'est fait royalement rouler dans la farine, et Michel avait pris la tête d'une équipe qui voulait qu'il y ait une enquête parlementaire, et qui n'a pas eu lieu. En fait, ça s'est transformé en simple commission spéciale qui n'avait aucun pouvoir. Et ce qu'on a dit ou rien était strictement la même chose, mais enfin, on a beaucoup travaillé sur ces sujets. Et puis, effectivement, justice pesticides, à laquelle elle a bien voulu contribuer, qui a été montée il y a, après le procès Monsanto, donc ça devait être en 2018, quelque chose comme ça, qui a permis de mettre gratuitement à la disposition de tout le monde toutes les décisions rendues dans le monde en matière de pesticides. On en a publié 600. Voilà, donc ça c'est... Et puis, n'étant plus députée, mais on se parlait quand même très souvent, je sais le dernier combat qu'elle a mené sur la transparence de la commission sur les affaires de vaccination, où effectivement elle n'a jamais obtenu la publication des SMS qu'elle réclamait, et on se rend compte maintenant de l'importance qu'effectivement que ça avait. Voilà, donc je vous remercie beaucoup Sébastien, Serge et tous les autres d'avoir eu l'idée de ce prix. Je pense que ça l'honore, que c'est bien, que son nom reste comme ça, comme un exemple, un peu un phare, qui pourra venir récompenser des gens qui poursuivent sur le plan des principes les combats qui ont été les siens. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis hyper fière d'être sur ce panel. Vous voyez, moi, je suis un petit peu arrivée par hasard en 2009, dans l'équipe 2009, hein, dans la nuit de ce... avec Eva Joly, etc. C'était incroyable. Et au fait, Michel, pour moi, ça a été une boussole. C'est une figure qui, durant tout au long de sa carrière, a montré une chose, c'est on a le droit de savoir. Elle avait chevillé au corps cette volonté de dire on a le droit de savoir, notamment pour les populations qui étaient très loin, notamment, de ce débat un peu scientifique, lointain, parfois compliqué. Et c'est vrai que Michel était normalienne et biologiste, mais sa volonté, c'était de vulgariser, notamment,
les débats et ses buts. Elle avait quelque chose de très pédago et sa volonté, c'était de montrer à quel point, en fait, que chaque année, plein de scandales, au fait, sont à l'heure. Des scandales sanitaires, des scandales écologiques, des scandales financiers, et Eva Joly le sait très bien. Et Michel Rivasi, au fait, son but, c'était de montrer à quel point, en fait, les lanceurs d'alerte doivent avoir un accès au débat public. C'était ça, sa volonté, et de rendre des citoyens qui se sentent invisibilisés dans leur combat, les rendre visibles. Et moi, j'ai trouvé que c'était ça la clé de l'engagement de Michel, faire que des citoyens, au fait, qui servent l'intérêt général, parfois sont véritablement, ont des qualités d'intérêt général beaucoup plus fortes que certains politiques. C'est ça qui est quand même assez fou. Et je pense qu'il y a un truc qui est quand même assez incroyable, c'est que Michel, elle voulait traiter du quotidien des gens. Sa boussole aussi, c'était le bien-être des gens, qui respirent bien. Je me souviens de toute la campagne qu'on a faite tous ensemble, souvenez-vous, sur le glyphosate. C'était incroyable. Elle s'est battue, mais vraiment, hein, à coups d'acharnement pour pas renouveler ce glyphosate. Et c'est vrai que ça, c'est une manière aussi pour elle de montrer que le quotidien dans de nombreux dossiers européens, voire pas européens, hein, c'est la diversité des combats. Michel, c'est sa part du nucléaire, mais on parle aussi de son combat de la santé et l'environnement avec les ondes électromagnétiques. Bon, je vais pas toutes les faire parce qu'il y aurait beaucoup, mais c'était ça. Et je pense aussi la dernière chose, c'est qu'elle aimait braquer les projecteurs sur ceux dont on ne parle jamais, c'est-à-dire qui font du tort à la planète et qui font du tort à l'humain. Et comme dit Corinne et beaucoup de collègues, elle n'avait pas ce courage seulement, Michel. Elle avait ce devoir, elle avait un espèce comme ça de devoir la transparence, de devoir montrer à quel point ces gens devraient sortir de l'invisibilité et de montrer à quel point, bah oui, il est grand temps aussi d'avoir des échos. Alors moi, je suis hyper fière de porter ce prix pour deux choses. Parce que la première chose, c'est que notre démocratie va aller très mal si à un moment on n'aura pas aussi sur la place publique des débats qu'on devrait tous avoir, notamment via le biais des lanceurs d'alerte. Donc ce prix est plus que nécessaire. Et ensuite, on a besoin du droit à l'information, en fait. Je parle pas seulement des journalistes, je parle de plein de gens qui ont des informations qui ne savent pas où les donner, et à nous de les protéger. C'est la raison pour laquelle moi je suis très fière de faire partie de toutes ces belles figures là qui m'entourent, mais de rendre visible l'alerte. Je crois que c'est ça notre devoir aussi dans les jours et dans les Quelques mots, j'ai pas l'impression que ça n'a pas été dit. C'était une femme de terrain aussi, hein, drômoise. Alors je suis comme elle drômois par ailleurs, historiquement, mais et elle avait toujours ce parallèle avec ces grandes luttes internationales qui ont démarré avec Tchernobyl, puis les autres ont parlé des autres combats qu'elle amenait Michel. Mais elle avait aussi une vie drômoise en parallèle, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas qu'une vie militante. Voilà, je veux juste rajouter ça. Elle avait une vie avec des amis, une vie qui était aussi festive. Donc, parce que toujours ce parallèle, le militant de choc, ça pourrait apparaître comme étant, ça peut prendre le chou, hein, ça peut même le rendre terriblement malade. Non, elle avait aussi une vie à elle, avec un certain nombre de gens très larges qui n'étaient pas que militantes. Voilà, je veux juste rajouter ça parce que c'est important de replacer Michel dans l'ensemble, en dehors de tout ce qui était politique, mais là, vous avez un ensemble de politiques ici présents qui connaissent ça par cœur, et d'avoir une vraie vie à côté. Voilà. Didier Lambert, Si tu peux lire, je note, c'est vrai, puisque tout ce qui a été dit par rapport à Michel. Partage, même si j'avais pas une aussi grande proximité que les personnes qui sont devant nous et qui ont partagé avec elle des actions, en particulier au niveau européen et politique. Moi, j'ai connu Michel en 2013, quand on a lancé les campagnes pour des vaccins sans aluminium. Et j'ai été frappé d'une part par son ouverture, par le fait qu'elle n'avait pas peur d'affronter les lobbies pharmaceutiques. Et quand il y a son ouverture aussi sur un plan politique. Et cette campagne pour les vaccins sans aluminium était en particulier marrainée par 3 personnes. Il y avait Michel,
Il y avait Corinne, qui est devant moi, et Laurence Cohen, qui est du Parti communiste et qui était aussi intervenue. Je rappelle qu'à cette époque-là, il y avait 90 élus de toutes tendances politiques qui ont signé cet appel. Voilà. Et après, vous savez tous ce qui s'est passé, les accusations dont elle a été victime de manière profondément injuste, quand on dit qu'elle manquait de base scientifique pour étayer ses prises de position, c'est absolument faux. Quand par exemple elle soutenait le professeur Gherardi, qui est membre de l'INSERM, directeur d'unité INSERM, ou le professeur Christopher Exley aussi, qui est venu à Paris à différentes occasions et qui est le plus grand spécialiste au monde de la toxicité de l'aluminium, ces combats étaient éminemment soutenus sur un plan scientifique. Elle faisait pas n'importe quoi, et ça j'avais envie de le dire, et de dire que sans elle, et d'autres, donc Corinne et d'autres qui sont là aussi, je pense que la question de l'aluminium vaccinal serait déjà éteinte. Alors moi je n'étais pas élu en 1986, lorsqu'il y a eu la catastrophe de Tchernobyl, mais je présentais le journal de 13 heures. Et on nous faisait dire que l'image n'avait pas franchi les frontières de la France, alors même que sur la bourse d'échange des médias qu'on reçoit tous les jours, tous les matins et tous les soirs, les images de la Suède, de l'Allemagne, nous présentaient des reportages qui montraient bien que le nuage avait franchi leurs propres frontières. Et c'est à ce moment-là qu'en effet, j'ai connu Michel Rivasi, qui a créé la CRIRAD, comme vous le savez, qui est devenu un laboratoire indépendant, et qui a été le premier à dénoncer le mensonge dont nous étions victimes avec le lobby nucléaire. Elle avait fait d'ailleurs dans une émission qui était animée par Michel Pollack, c'est là qu'elle a fait connaître la CRIRAD avec la pugnacité qu'on lui connaissait, et une femme au milieu de tous ces hommes qui étaient très habitués à débattre qu'entre eux-mêmes. Ça faisait un peu, comment dire, déplacé, mais Michel a été parfaitement à la hauteur et a su montrer que ce club de mecs pouvait être aussi, on pouvait ouvrir une brèche dans ce club de mecs et se faire entendre. Et ce prix, il est particulièrement bienvenu aujourd'hui, dans un monde où nous sommes victimes de ce que l'on pourrait appeler les prophètes de l'ignorance, qui éclosent comme les sans-fleurs, dirait l'autre, pour nous mentir et pour maintenir le peuple, même si je n'aime pas cette expression, pour maintenir les citoyens dans l'ignorance. Et c'est d'autant plus important que l'on est en train d'assister à une sorte de coalition du déni qui va de la FNSEA aux grands groupes pharmaceutiques en passant par le lobby agro-industriel et autres, au point que des scientifiques aujourd'hui sont obligés d'écrire des tribunes dans le Monde, dans la presse, dans Mediapart, pour expliquer qu'ils sont des scientifiques et qu'ils ne sont pas des militants chaque fois qu'ils dévoilent quelque chose et chaque fois qu'ils vont contre les process engagés par des lobbies extrêmement puissants, relayés par des médias complaisants et quelquefois d'ailleurs des médias qui appartiennent au même lobby. Donc, je pense que l'idée d'avoir créé ce prix, c'est important. Et c'est important pour aider ceux qui essaient de montrer la réalité de ce qu'ils vivent et de ça dans quel schéma ils se trouvent. Il faut les aider, en effet, parce que les lanceurs d'alerte sont peut-être un peu moins mal défendus qu'auparavant, mais ils sont toujours dans une situation critique. Je vais emboîter le pas de Noël. Ceux qui me connaissent, ça fait plus rien. Donc forcément, Michel Rivasi, c'est aussi un modèle dans cette foire-là. Après, personne n'en peut voyer. La mine d'œuvre, on a parlé de l'Alcaire, je crois que c'est un modèle. J'ai le plaisir et le bonheur de dîner avec elle la veille des Soumétés, la préparation du départ en Tanzanie. C'était une soirée où on a bien vécu. Et je regrette vraiment pas d'avoir passé le temps avec elle ce soir-là. Mais c'est prolongé ce que Michel. Le point commun avec Michel, c'est que il est aussi un parcours de scientifique. Il est devenu président de service. Il y avait des combats sur lesquels Michel m'a beaucoup inspiré, m'a même formation de vie, faire de la politique, sur le processus. Je me suis Renault, je me suis
ce thème-là, de ces poisons qui nous pourrissent la vie et pour lesquels Michel était absolument merveilleux, son engagement et le courage. Et je pense que je fais pas de la politique parce que Michel, pour moi, était un vrai modèle. Et j'ai mesuré à quel point il fallait être courageux, il fallait être solide pour conduire les combats qu'elle menait à ma plus modeste échelle. Quand on engage ces combats-là, ça fait des lobbies extrêmement puissants, en fait, on finit obtenu une diffamation, pour dénigrement, sur la base de propos portés par les lobbies. Et il faut tenir face à ça. Il faut tenir, et parfois même notre propre camp a du mal à résister au fait que des lobbyistes essaient de nous faire la peau. Et donc il fallait un courage immense. Et quand je vois la quantité de combats, la quantité de luttes qu'a conduit Michel Rivasi, ce petit bout de femme, avec autant de ténacité, sans jamais se décourager, avec un courage incroyable, quel bonheur d'avoir pu croiser son chemin et de pouvoir être inspiré dans son combat politique parce que pouvait être Michel. Sur le lien avec les lanceurs d'alerte, moi j'ai un très bon copain que vous connaissez peut-être qui s'appelle Michel Force, qui aurait adoré être là, il s'excuse, il m'a demandé de l'excuser. Michel Force, c'est quand même un rapporteur spécial à l'ONU pour la protection des défenseurs de l'environnement. C'est vous dire si on est parti loin. Il nous faut un rapporteur spécial à l'ONU pour défendre le protecteur de l'environnement. Et donc, forcément, Michel vous délivre ce message. Il trouve ça génial qu'on est sous l'égide de Michel Rivasi. Imaginez la récompense de lanceur d'alerte. Après Michel Rivasi, et l'autre fois c'est Corinne qui disait qu'elle était créative. Quelques jours avant son décès, et comme quoi il y a des hasards qui n'en sont pas, la Commission européenne, on parlait de la lutte sur le glyphosate, la Commission européenne a décidé de réautoriser le glyphosate pour Donc forcément, cellule de crise avec Michel, et Michel, dans sa créativité, fait aussi dans sa volonté de suivre une vraie bataille, dit on va déposer un retour à l'annulation quand il y a été décidé et réautoriser le glyphosate. C'est un retour qui continue de suivre le terrain. Moi, j'ai le bon espoir. C'est ce retour à Butis. Et que ce soit peut-être la dernière grande victoire de Michel Rivasi, même si elle est plus là, et que Michel Rivasi, c'est déjà éternel, soit définitivement éternel parce qu'on l'associera à celle qui a fait faire de la molécule la plus vendue au monde, la plus dévastatrice, sur les recettes de son atout besoin aujourd'hui, de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, de la nourriture qu'on mange dans le paquet. Et donc, voilà, j'ai cet espoir. Et puis après, c'est un peu plus personnel, mais j'ai toujours une petite émotion, quand je parle de Michel. Mais moi, quand j'ouvrais la porte de mon bureau, c'est carrément été dans le même traitement, on pouvait entendre Michel Rivasi, sur l'extrême droite. Souvent que c'est au départ, quand on est un couloir du Parlement européen, quelque chose qui était visible, palpable, parce que elle n'était plus là, et donc je suis très content qu'elle continue de continuer de faire. On continue de faire vivre la vie de ceci, parce que quand on parlera d'elle, ça se réunira autour de elle, et bien peut-être pas toujours. Vous dire que je suis hyper émue comme à chaque fois qu'on honore la mémoire de Michel, de ce sujet que j'ai toujours parlé de la direction de la donc on l'a appris, elle nous a quittés comme ça, et je pense parler au nom de beaucoup de militants écologistes en vous disant qu'elle continue en fait d'accompagner tous nos combats, parce qu'elle nous a laissé un héritage puissant et inspirant. Moi, pour la jeune militante que j'étais quand j'ai adhéré en 2009, alors vous étiez plusieurs, parce que je vois Elba, je vois Noël, il y a José Gové aussi. J'ai adhéré pendant cette campagne européenne, et c'est vrai qu'il y avait un côté. Moi, par exemple, des fois les gens me disent t'es hyper courageuse, et moi le courage, c'est un truc que j'ai vraiment appris aux côtés de personnes dans ce mouvement. Je n'étais pas spécialement courageuse quand j'ai adhéré, c'est pas du tout mon tempérament. Et c'est vrai que quand vous militez aux côtés de José, aux côtés d'Eva, aux côtés de Noël, en fait vous le devenez, parce que vous n'avez pas le choix. Premièrement, quand vous êtes écologiste, il y a un côté quand même un peu comme ça, et que vous avez des modèles hyper inspirants tout le temps qui vous donnent beaucoup de force et de détermination, et qu'on apprend à se battre tout simplement. Et Michel, dans cette catégorie-là, elle était quand même high level, comme on dit chez nous en fait qu'elle est, et il y avait un truc qui laissait pas vraiment le choix. Et je sais que il y a
beaucoup de moments, de situations, on se retrouvait dans des choses compliquées et je pense, voilà, il y a des figures inspirantes dans ces cas-là que vous convoquez en disant que ferait José, que ferait Eva, que ferait Noël, que ferait Michel. Et donc, on prend 10 secondes pour y réfléchir et ensuite, on sait. Il y a un côté un peu comme ça. Et puis, ce que j'ai toujours apprécié chez Michel, parce que les gens courageux, il y en a beaucoup dans notre mouvement, mais c'est qu'elle avait ce truc ultra naturel qui est même désarmant, en fait. Ouais, il me rappelle sur des marchés où elle disait à une dame avec ses poireaux, machin truc, le caniche, la totale, elle disait « Ah, madame, vous êtes écologiste ?» Elle disait « Bah non, pourquoi ? Bah, vous avez un chien, donc vous êtes écologiste. Vous avez des poireaux, donc vous êtes écologiste. » L'écologie avec Michel, c'était simple. Et ça, c'est hyper important pour moi aussi. Et puis surtout, c'était convivial. Le convivialisme, c'est aussi une valeur importante qui se perd en politique, mais qu'on cultive chez nous. Et c'est vrai qu'avec Michel, on n'était jamais déçus du voyage. Et donc, je pense que c'est voilà toutes ces valeurs-là qu'elle nous a laissées en héritage. Et puis bien sûr, ces combats de fond, parce que Michel, c'était pas qu'une personnalité, c'était aussi des combats, des avancées, des sujets qu'elle a mis sur la table et remis sur la table et appuyé comme ça sur la table, même la table pète parfois, mais le sujet restait là. Et quand j'étais jeune collaboratrice parlementaire au Sénat puis à l'Assemblée, moi j'ai toujours été sur les sujets santé et social. Et pour le coup, j'ai énormément aussi appris là-dessus. On travaille aussi avec Marie au Sénat sur les lanceurs d'alerte. Enfin, voilà, les sujets où elle a contribué à la bataille culturelle et pas qu'à la bataille culturelle, aux victoires. En victoire politique, parce que sur l'opinion à côté, je pense, va être un modèle pour tout le monde. Et donc, merci, un immense merci déjà d'être là aujourd'hui tous, parce que je pense que on a toujours plaisir à se retrouver dans cette famille écolo. Et deuxièmement, merci à toutes celles et ceux qui ont fait en sorte que ce prix existe, parce que je pense que la mémoire de Michel doit vivre et que on doit continuer tous à la convoquer dans notre esprit à chaque fois qu'on en a besoin. Et je pense que de là où elle est aujourd'hui, je veux qu'elle sache que nous, on continue. Voilà. Bonjour à tous. J'avais une petite question concernant Rainer Fünch. J'ai emprisonné depuis plus d'1 an dans des conditions absolument scandaleuses, de torture et d'isolement. Qui lui-même a rassemblé des tas de personnes qui étaient dans un grand jury, des personnes qui étaient chacune lanceuse d'alerte. Et je voulais savoir quel était le rebond qu'on pourrait faire par rapport à ce prix ou par rapport à cette réunion aujourd'hui. Merci. De toute façon, ce prix va récompenser des lanceurs d'alerte. Nous l'avons dit depuis le début. Et ce dont nous avons besoin, c'est aussi des propositions comme vous le faites. Voilà. Qui nous indique que telle ou telle personne est en danger ou en délicatesse avec son entreprise ou avec le monde politique, etc. Et c'est cela que nous devons faire. Est-ce que vous qui sait qui est Rainer Fünch? Oui, c'est sûr. Je pense que nous le savons, mais donner quelques informations. D'accord, très bien. Rainer Fünch est un avocat allemand qui a réuni un grand jury d'équivalent d'un tribunal populaire avec des tas de dénonciations concernant la pandémie Covid, la pandémie Covid, si je puis dire. Et ce monsieur a été enlevé illégalement au Mexique et est emprisonné depuis 1 an en Allemagne sur de faux prétextes, en fait, financiers. Il est emprisonné depuis plus d'1 an, torturé en isolement. Voilà. Et je pense que ça se passe au niveau européen. Et voilà, puis Rainer Fünch avec l'omerta totale, c'est-à-dire que personne n'en parle, et dès qu'on en parle, voilà. Quand des gens sont annulés, c'était son anniversaire, en fait, il a été transféré dans l'arrière de la prison, très longtemps. On est dans un cas flagrant où si Rainer Fünch, si personne ne parle de lui pour le sortir de là, alors j'ai envie de dire, ce prix de dénonciation et de sauvegarde des lanceurs d'alerte aura-t-il un intérêt? Enfin, Rainer Fünch, c'est vraiment le représentant de tout ça aujourd'hui, me semble-t-il, en tout cas. Merci. Mais il n'est pas le seul. Bien sûr. Mais il n'est pas le seul. Votre témoignage montre l'importance de la réalité ici et là, de personnes qui ne sont pas connues, comme Paul Watson qui vient d'être libéré, et on est très heureux.
mais c'est cette mobilisation qui a fait le prix Michel Rivasi. C'est pas un prix honorifique qu'on va faire tous les ans. Bien sûr, il y aura ce caractère rituel tous les ans, mais c'est un déclenchement de quelque chose. Protéger les lanceurs d'alerte, c'est pas facile. Et ce prix va, je crois, nous orienter dans différents combats qui vont nous amener quelques difficultés en face de nous. Voilà, c'est pas le prix Renaudot. Mais arrêtez de dire espérons, nous allons le faire. Le prix Michel Rivasi, c'est plein d'espérance. Michel était une battante. Donc, commencez pas à dire qu'on va pas bien faire. On fera peut-être des erreurs, et je peux vous assurer qu'on va protéger les lanceurs d'alerte. C'est notre volonté. Et c'est pas un seul homme que nous allons défendre. C'est un ensemble. Voilà. Mais on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire comment les lanceurs d'alerte qui sont aujourd'hui invisibilisés, parce que ce qu'il dit, c'est quand même, il est invisibilisé. Donc là, même la parole dans le débat politique relayé par des journalistes, etc., c'est très difficile, parce qu'il faut le dire aussi. C'est pas parti pour des journalistes de aussi accompagner des lanceurs d'alerte. Lui, notre but, il est aussi de faire ce travail-là. Donc, aujourd'hui, comme l'a très bien dit mon ami Serge Rue, c'est le prix Rivasi, c'est un tremplin pour montrer que l'alerte doit aussi conduire à des débats, mais aussi, parfois, il y a des citoyens qui la rendent visible, des d'autres qui n'ont pas envie d'être visibles. Mais leur lutte, leur combat doit être visible. Donc, on retrouve absolument dans ce que vous dites, ça va être le travail, on va le faire, mais en même temps, on a besoin aussi de relayer de notre part des lanceurs d'alerte qu'on n'est pas censé tous se mettre. Voilà. C'est pour ça qu'on est en lien d'ailleurs aussi avec. Il y a Didier qui voulait répondre. Ouais. Je connais l'histoire de la rivière Féniche, bien sûr. C'est une histoire qui est complexe à expliquer, donc on ne peut pas rentrer dans le détail ici. Par contre, je pense qu'on n'a pas encore déterminé précisément les modalités selon lesquelles le jury serait saisi ou l'association, mais je pense que ça serait très bien que vous et d'autres fassiez un dossier complet sur ce qui s'est passé sur son affaire. Complet. Et pour moi, autant il faut défendre Watson par rapport aux baleines, autant il faut défendre le public pour la santé de la population mondiale. Merci de me répondre à la journaliste qui le suit, donc ce sera fait. Ok, Vincent Pavard, donc de Marseille et du Conseil scientifique indépendant. Je viens ici parce que nous avions eu l'occasion d'interroger avec le Conseil scientifique indépendant, qui est un collectif de lanceurs d'alerte, justement, Michel Rivasi, parce que nous avions effectivement détecté chez elle quelqu'un qui était politique sans être politicien. Et c'était pour nous extrêmement important. Normalement, en tant que chercheurs et médecins, nous n'interrogeons pas les politiques, justement pour éviter les dérives politiciennes. Et donc, elle nous avait fait l'honneur de répondre pendant 1h30 quasiment à nos questions pour nous expliquer ce qui se passait au Parlement européen, justement, sur la question de la transparence, notamment à l'époque des contrats Pfizer, et ensuite, bien sûr, des SMS de von der Leyen que Frédéric Baldan, ici, effectivement, pourra vous décrire mieux que moi. Nous avions invité Michel Rivasi au mois de mai 2024, donc pour notre 150e à Saintes. Et il se trouve qu'elle avait fini par décliner parce que manifestement le parti, les Verts, avait fait pression sur elle. Et on se souvient qu'en 2023, elle avait été convoquée par le parti pour s'expliquer parce qu'elle avait osé faire la préface donc, du livre de Christine Coton, donc une biostatisticienne qui dénonçait effectivement l'ensemble des agissements qui avaient eu lieu au niveau des essais Pfizer. Donc. Et elle a eu le malheur de préfacer ce livre avec une autre femme politique qui s'appelle Virginie Joron, qui est d'un autre parti et qui avait également préfacé ce livre. Et donc, elle a été sommée de s'expliquer pour avoir partagé la préface donc avec... Et alors, je me pose un peu cette question parce que Michel Rivasi a des qualités humaines, scientifiques, d'honnêteté que vous avez rappelé. Et moi, personnellement, j'étais extrêmement heureux d'apprendre qu'il y avait un prix Michel Rivasi qui était fait pour, justement, honorer sa mémoire et protéger les lanceurs d'alerte. Simplement, je me pose un peu la question, dans un parti comme les Verts, qui a eu effectivement comme fonction de la rabrouer, effectivement, de lui faire peur, de menacer quasiment d'exclure pour avoir porté l'alerte et avoir défendu les lanceurs d'alerte, notamment sur la question du Covid, qui est aujourd'hui une question absolument fondamentale. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui de l'ADN plasmidique qui a été découvert dans des cellules cancéreuses de certains qui sont dans les vaccins. L'ARN est une vraie question de nature extrêmement inquiétante s'agissant de l'environnement et de la pollution de l'environnement. Et pour rien vous cacher, quand j'avais invité
effectivement Michel Rivasi à s'exprimer dans la 100e, je lui avais prévu de lui poser la question sur la dangerosité des biolabs et je voulais comparer ça avec la dangerosité des centrales nucléaires. Elle n'a pas eu l'occasion de s'exprimer parce que le parti, en gros, lui avait interdit. Alors, je suis un peu partagé entre, d'un côté, une sincérité que je vois ici par des personnes qui ont montré dans l'histoire qu'elles avaient effectivement toutes des qualités d'honnêteté et de volonté de faire avancer la question politique, et un parti, Les Verts, qui, me semble-t-il, a montré exactement qu'il était dans une posture politicienne inverse, réclamant, je pense, l'attention des médias, et donc, plutôt que de se faire traiter de complotiste anti-vax qui, effectivement, mettait en doute la qualité du Pfizer, eh bien, a effectivement convoqué Michel Rivasi. Voilà. Donc, ma question, c'est, est-ce que le groupe que vous représentez est un nouveau groupe qui va essayer de tirer les Verts, justement, vers plus de transparence dans ces questions fondamentales, donc, de compréhension de ce qui s'est passé pendant le Covid? Vous avez rappelé le H1N1. Vous avez rappelé le combat en particulier des Verts de Michel Rivasi pendant le H1N1. Je rappelle que tous ceux qui ont lu le rapport du Sénat sur le H1N1 savent que c'était la répétition du Covid. Donc ma question, dans quelle mesure est-ce que les Verts vont maintenant vraiment s'engager? On a besoin des politiques pour faire avancer les questions de transparence et de corruption. Dans quelle mesure est-ce que les Verts maintenant vont vraiment s'engager dans ce combat? Merci. Avant que Marine ne puisse répondre au nom des Verts, La parole à la défense. je voulais vous dire que ce prix était en cas ce que nous sommes des gens libres. Nous aimons cette phrase de Teilhard de Chardin: pour s'unir, il faut se savoir différent. Nous sommes libres et indépendants. Donc, tous les bons esprits, toutes les bonnes volontés, et on sait très bien où elles se trouvent dans ce combat-là. On est trop peu pour mener ce combat souvent. On est trop seul pour mener ce combat tout seul. Il y a des contradictions, y compris parmi des personnes qui n'appartiennent pas à des partis politiques. Des contradictions évidentes. Et aujourd'hui, la chose importante, c'est de pouvoir demain récompenser, montrer la lumière envers des personnes qui ont un courage infini et les soutenir. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le lieu de la famille pour le coup, et votre question est très politicienne pour le coup, aussi de Michel. Je pense que c'est dans la film Marie que j'ai raconté la version du point, c'est que Michel préface un livre avec une autre parlementaire européenne qui est extrêmement mais moi, je sais que quand j'avais appelé Michel en disant, on est interpellé là-dessus, elle m'a dit, moi, je savais pas ce que c'était. Elle me dit ça. Et je dis, tu vas être convoquée. Et elle rigole en disant, je sais, Marine. Et je dis, de toute façon, tu t'en fous. Elle m'a dit, ah oui, je m'en fous complètement. Et moi, je dis, je vais venir à l'entretien parce que ça me fait rire. Parce que je voulais voir ce spectacle de Michel. Je me rappelle les porte-parole du parti qui disent, on va y aller, on va lui dire ça. Et moi, je disais, vous n'allez pas être déçus des réponses parce que c'était Michel, tout simplement. Et que cette convocation, elle n'a pas été une convocation devant 2 personnes de la direction des Verts. C'est pas, il faut relativiser quand même la portée du truc. Et c'était normal qu'on discute quand vous êtes interpellé sur les réseaux sociaux sur un sujet, qu'on se voit avec une parlementaire pour en discuter. Et je peux vous dire que ça n'avait rien ni de grave, ni de solennel, ni de répréhensible. C'était un entretien cache-pistache, comme ça lui faire Michel, et que je ne pense pas que ça allait traumatiser outre mesure, vu comme elle en rigolait avant, pendant et après. Elle rigolait pas du tout. Ouais, si, elle rigolait pas du tout, je peux vous dire. Parce que moi, alors là, non, je peux pas laisser dire ça. Elle rigolait pas du tout. Elle était très stressée et très traumatisée. Mais aussi parce alors, que je peux aussi par la me polémique qu'elle vit présenter. sur les réseaux sociaux. Je peux aussi me présenter, dire qui je suis et vous dire qu'elle ne rigolait pas du tout. C'est pas les discussions que j'avais eues avec elle et on peut parler très très souvent. Non, je ne mets pas en cause Madame Tondelier parce que en plus, je peux dire que justement vous l'avez défendue. Ben oui, voilà. Et il se trouve que je suis la secrétaire nationale de ce parti à ce moment-là. Et voilà. Et là-dessus, je vous rends hommage. Ah je vous remercie. Voilà. Mais en parlant du prix. Mais c'était pas le cas de tous les autres. Bah oui, mais c'est la vie. C'est la vie. Qui ont pourri la vie. Je peux vous dire, parce que je l'ai aidé. Mais vous savez. Rédiger. Non. Il y a des choses que je peux pas laisser dire que c'était juste un petit thé, que c'était le salon de thé, que c'était le comité pistache, je sais pas quoi. Cache, je peux pas laisser non, dire ça. j'ai dit que c'était cache pistache. J'ai pas dit qu'on avait mangé des pistaches. Oui, cache pistache, oui, je sais même pas ce que ça veut dire que c'était un bâton, enfin c'était une discussion normale. Voilà. Normal, non, c'est pas normal. C'était très. Parce que, excusez-moi, si ça avait été une discussion normale, elle m'aurait pas demandé de l'aider à rédiger un mémoire en défense.
Vous voyez, c'était un procès de Moscou. Mais je vous rends hommage à vous. Elle m'a dit que vous ne l'aviez pas attaqué. Alors, je vous dis qui je suis. Les micros. Quel micro? On vous entend, mais on ne sait pas qui vous êtes, donc ce serait bien qu'on... Voilà. Alors, je vais vous dire qui je suis. Moi, je le connais. Tout le monde me connaît ici. Mais pas tout le monde. Mais, Pas tout le monde. enfin, tous les gens qui sont à la table, plus ou moins me connaissent. Ah bah oui. Je suis Corinne Lalo, journaliste d'investigation, grand reporter, et j'ai connu Michel Rivasi en 1986, au moment du nuage de Tchernobyl. Bon. J'ai quitté TF1 en 2018. Je suis grand reporter de TF1 et je suis restée longtemps à TF1 et j'ai été la première à l'interviewer à la télévision. On avait été la filmer à Féline. Elle nous avait gentiment d'ailleurs invité à dormir parce qu'il était très tard. Et effectivement, elle était une personne remarquable parce qu'elle aimait les gens et elle adorait discuter avec tout le monde. C'était quelqu'un qui aimait les gens et qui était en plus, qui avait une joie de vivre terrible. C'est vrai. Et qui aimait beaucoup de gens. Et c'est pas pour rien si elle a autant d'amis et si tous veulent lui rendre hommage par ce prix. Mais elle était aussi une personne qui ne cachait pas ce qu'elle avait à dire. Et c'est pour ça qu'elle a été courageuse. Et c'est pour ça que je trouve ça normal que ici, dans un prix qui lui rend hommage, il y ait aussi la partie qui soit pas politiquement correcte, qui soit exprimée. Et en tant que journaliste à TF1, j'ai contribué à de nombreuses reprises à l'interviewer et à faire passer dans l'opinion publique, auprès du grand public, le fait que le nuage déjà n'était pas passé sur la France. Et à ce sujet, je voudrais juste faire une petite parenthèse, que quand je suis allée à la frontière allemande, c'était que une journaliste, une avocate m'avait prévenue. Et cette avocate, c'était Madame Corinne Lepage. Et elle sait très bien comment ça s'est passé à ce moment-là. Et vous pourrez lui poser la question, elle vous le racontera. Mais c'est grâce à elle que j'ai su que, effectivement, côté allemand, il y avait de la radioactivité et que côté français, il n'y en avait pas. Et que je suis allée, j'ai proposé le reportage à ma rédaction et ma rédaction m'a dit oui. Et le reportage est passé le 9 mai de 1986. Vendredi soir. Un vendredi soir. Et le samedi soir, au journal, le samedi à 13h déjà, au journal de 13h de TF1, chers collègues d'Antenne 2, voilà, à TF1, on a dénoncé effectivement les premiers, la veille, le 9, avec le reportage où j'étais à la frontière avec des salades. Moi, j'ai dit plusieurs jours pour inviter Bernard Laponche, passer la rédaction si vous posez avec problème. Voilà. Merci le service public. Et donc, et le premier, il faut rendre hommage aussi à Jean-Claude Bourret, qui a été le premier, à mettre en débat contradictoire à la fois le fameux Monsieur Pellerin du SCPRI et Monique Séné, qui était une scientifique remarquable. Et ce qui se passait à l'époque, c'est que quand il y avait une polémique, un scandale, il y avait un débat contradictoire dans les médias. C'est plus possible. Au point que il n'y a plus de débat contradictoire, et le résultat, c'est que quand on parle de René Funnich, ici, vous connaissez pas. Et pourtant, vous êtes des gens qui sont à la pointe, normalement, de l'information que vous devriez avoir. Vous ne l'avez pas, pourquoi? Cette information, elle devrait être dans les médias mainstream. Elle n'y est pas, pourquoi? Parce qu'il y a eu une disparition et une régression de la liberté de l'information qui a été phénoménale pendant 40 ans. Et je peux le dire parce que j'étais en première ligne. Bon. Et actuellement, qui est-ce qui fait l'information? Ce sont des médias indépendants, comme Nexus qui est là. Vous remarquerez qu'il n'y a aucun représentant des médias mainstream ici. On est entre Il y a certains médias indépendants. Vous avez Dépêche Citoyenne qui est là. Vous avez Nexus. Vous avez une autre information qui s'appelle BAM. Mais vous les connaissez même pas parce qu'il y a une ségrégation. Il y a maintenant, on est en silo. Vous voyez, l'information elle est en silo. Donc il y a des groupes qui sont en silo. Le groupe des politiques, ils sont en silo. Ce sont les amis Michel Rivasi, très bien. Ils font un prix, très bien. Il faudrait élargir un peu.
C'est une suggestion. Mais c'est pas qu'un problème de médias, parce que moi, je me rappelle, quand on était au Sénat, c'était en 2011, on arrive, je sais pas si tu te rappelles, Marie, il y avait le débat sur les vaccins aluminium, sur les adjuvants aluminiques des vaccins, donc on bossait avec Michel, avec Jean-Louis Romégas, qui arrivait après à l'Assemblée en 2012, et je me rappelle de la tête de Marisol Touraine, quand on fait la question au gouvernement sur les vaccins aluminium, elle entend vaccin, et donc elle dit, mais on peut pas être contre vaccin, et on dit, mais c'est pas la question. Donc on vous parle de gens qui ont fait une réaction allergique au vaccin aluminium, qui du coup peuvent aujourd'hui vacciner leurs chats sans adjuvant aluminium, mais pas leurs enfants, alors qu'ils ont fait une réaction. Et c'était rien que dire ça, voilà, moi j'ai un père homéopathe, j'étais sensibilisée sur ces sujets depuis toute petite, ça me paraissait évident, mais je me rendais compte que il y a les politiques, ça leur faisait peur, c'est-à-dire que quand ils entendaient le mot vaccin, paf, il y avait plus de, ça déconnectait fallait tout de suite arrêter la question, c'était pas audible. Et tu vas t'en rappeler, Corinne, moi je suis née en 86, donc je me rappelle pas, j'étais pas née, je suis née en août. Mais j'ai sûrement été trop irradiée, du coup j'ai mal tourné, je suis devenue écologiste. Mais tu te rappelles Lubrizol, c'est plus récent. Oui. Le sujet il est dans l'autre sens. Moi à l'époque je travaille chez Atmo, donc sur la qualité de l'air, je suis général d'Atmo, et on se contacte avec Corinne parce qu'on voit bien que c'est quand même compliqué. Ce qu'on nous fait dire, ce qu'on lit, et j'ai dû m'énerver plusieurs fois sur le ministre de l'époque en disant, moi, si c'est pour continuer à nous faire dire des trucs qu'on lit pas, ils avaient créé un site transparence.fr, je me dis, moi, je vais créer transparence-lubrizol.org, quoi, puis on va s'amuser, enfin, à un moment, s'il faut en venir là, on en est là. Et à l'époque, je me rappelle qu'avec les équipes, on essayait de modéliser le nuage, qu'en fait, on avait une plateforme de signalement citoyenne au dos, où les gens qui percevaient des retombées pouvaient le signaler. Donc on avait, vous voyez, une carte de Normandie, Hauts-de-France, etc., on avait tous les citoyens, tous les témoignages citoyens. Et donc nous, on voulait faire la modélisation du nuage pour montrer que ça recoupait. Impossible d'avoir les données en France. Vous savez comment on les a eues? Alors c'était des équipes françaises, et les associations de surveillance de la qualité de l'air, c'est agréé par l'État quand même. C'est associatif, mais c'est agréé par l'État. On a eu les données et on a pu modéliser le nuage grâce aux données de la météo belge, qui eux les avaient mis en libre accès. Donc vous voyez là, c'est un nuage c'est l'inverse. Il a réapparu à la frontière belge dans l'autre sens, et c'était quand même des épisodes. Et donc Tchernobyl c'est 86, on peut se dire bah c'était avant, mais en fait c'est pareil aujourd'hui. Et c'est pas qu'une question il y a un vrai sujet de concentration des médias. J'en parlais à l'instant avec le Premier ministre en disant en fait il y a tout ce qui est financier, puis il y a le reste, il y a des mesures qui vous coûtent pas cher mais qui sont primordiales pour la démocratie. Donc ça c'est un sujet, mais il y a aussi le sujet des politiques où en fait la culture du risque, on va dire, des politiques, c'est quand même fortement restreinte. Et il y a un truc où on voit bien, là faut pas aller par là, faut pas aller par là, donc on finit tous sur en funambulisme, et c'est pas bon pour la démocratie. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Après il y a Didier. Hein. Ah oui, Didier. Je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est que effectivement, malheureusement, elle a été traitée d'antivax, ce qu'elle n'était pas. Absolument. Et même si elle avait été anti-vax, au nom de quoi ça devrait être une insulte de soulever le principe de précaution sur les produits et les ingrédients qu'il y a dans des produits expérimentaux vaccinaux. Au nom de quoi, excusez-moi. Et donc, elle était pas anti-vax, mais même si elle avait été anti-vax, c'était pas une insulte. 2, ça ne concernait pas que les vaccins. Elle a été persécutée, je dirais quand même un petit peu. Heureusement, ça faisait aussi partie de sa personnalité. Et de sa résilience. Voilà. Donc elle savait, et moi, d'ailleurs moi, vraiment je vous tirais mon chapeau parce que je disais, je sais pas comment tu fais pour résister dans un entourage pareil où tout le monde n'est pas très bienveillant à son égard. Je dis pas tout le monde, hein, mais certaines personnes. Et ça ne concerne pas que les vaccins, parce que quand il y a eu l'affaire du pass sanitaire, là, c'est pas les vaccins, c'est la liberté d'aller et venir. C'est une des libertés fondamentales. Où on a installé un pass sanitaire en disant, les vaccinés, vous pouvez aller boire un café ou au restaurant, les autres, à la niche. D'accord? Et elle a fait un tweet qui était remarquable et qui disait, c'est l'apartheid au pays des droits de l'homme. Elle a fait ce tweet. L'apartheid au pays des droits de l'homme. Quand Macron a annoncé son pass sanitaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Yannick Jadot, pour ne pas le nommer, de son parti, et un entourage de Yannick Jadot, l'ont forcé, elle a tenu tête. Ils l'ont forcé à retirer le tweet. Elle a tenu tête pendant, 24 heures,
Et elle était très contente, elle a dit, j'ai réussi à tenir tête pendant 24 heures, et ils ont réussi à lui faire retirer son truc. Voilà. Et ça, je trouve ça lamentable, parce que la liberté d'expression, c'est le fondement de la démocratie. Vous supprimez la liberté d'expression et vous supprimez la démocratie. Corinne, juste, il y a Didier qui voulait intervenir, après il y a d'autres questions. Vas-y Didier. Je précise pour Marine Tondelier, on s'est croisés en 2013 et 2014 sur la question de l'aide mouvement vaccinaux, parce que c'est mon combat depuis une vingtaine d'années. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit là. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Vincent Pavon. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Corinne Lalo. Je connais depuis longtemps, hein, elle a été des sujets sur le Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas ici, c'est pas Europe Écologie Les Verts ici. Le prix n'est pas le parti, le parti n'est pas le prix. Donc, personnellement, on peut dire vite. On a les partis pris. J'ai pas le talent des formules comme ça, mais pardon. On est quelques-uns ici à ne pas être Europe Écologie Les Verts. Et vous pouvez en parler avec Guillaume, quand j'ai été interpellé pour faire partie du jury. J'ai posé cette question. J'ai dit, est-ce que c'est un jury Europe Écologie Les Verts? Parce que si c'est ça, moi je viens pas, je suis pas Europe Écologie Les Verts, d'accord? Même si j'y étais il y a longtemps, pendant 2 ans, et j'en suis parti pour des raisons qui sont les tiennes. De l'époque. Il dit ce qu'il veut. Voilà. Et c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure quand je suis intervenu par rapport à Michel, en citant Corinne, en citant Laurence Cohen, qui est du Parti communiste, et bon, tout le groupe aussi qu'on peut représenter, on n'est pas affilié à Europe Écologie Les Verts. Donc moi, mon engagement dans le prix Michel Rivasi, dans le jury du prix Michel Rivasi, ce n'est pas partisan. On est sur les principes fondamentaux. Et c'est pour ça que j'ai répondu tout à l'heure par rapport à Rainer Fulmich. Pour moi, c'est quelqu'un dont la candidature est tout à fait recevable. Je ne sais pas ce qui sera décidé collectivement. Après, c'est un travail collectif. Mais bien évidemment, il n'y aura pas d'exclusive. Il y aurait des lanceurs d'alerte par rapport aux questions de masques, par rapport à l'ARN messager, etc. Ça serait la même chose. Pour moi, c'est recevable. À partir du moment où c'est argumenté et où il y a des éléments scientifiques qui viennent appuyer l'argumentaire. Je ne sais pas dans le prix Michel Rivasi si ce n'était pas le cas. Tu fais comme chez toi. Nous sommes chez nous. Merci Benoît. Donc, ce que je voudrais vous dire ici, nous sommes libres et indépendants, écologistes, évidemment. Ici, toutes les personnes ici présentes derrière cette table ont souffert de combats internes. Vous voulez que je vous raconte, quand j'ai sorti le rapport de la Cour des comptes, que j'ai extorqué Nicolas Sarkozy, comment tous les miens m'ont défoncé, que j'ai vécu 1 an et demi d'enfer. Ici, tout le monde a vécu cela. Donc on sait parfaitement ce que tu dis. Et oui, entre soi, entre nous, il y a des divergences, il y a des félons, on peut le dire. Et puis, on veut des noms. Pardon? On veut des noms. Ouais, je peux t'en donner en ce qui me concerne. Mais donc, là, le prix Michel Rivasi, je le répète, on va cheminer, on va apprendre, on va s'améliorer. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est son utilité, elle est évidente. Je veux pas remettre du pied dans la machine, mais sur le conseil scientifique indépendant à Saintes, c'est à 1/4 d'heure chez moi. Donc je suis à l'AMT et on a pris la décision ensemble de ne pas y aller parce que on voulait pas mêler nos positions à ceux du Rassemblement National, je vous le dis, comme on l'a décidé ensemble, parce que même si on était sur des positions qui interpellaient parfois, on n'était pas sur le même sujet que la lutte du Rassemblement National. Ah oui. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas allé là-bas tous les deux. Je vais faire la même question tout à l'heure que sur Rainer Fulmich. Qui sait que le 10 juillet 2020, le Parlement européen a voté pour la première fois de l'histoire de ce règlement un régime dérogatoire autogène? Qui sait ça? Si, oui. Voilà. Ben oui, mais on est combien? Et ça renvoie sur l'alerte que vous envoyez sur les médias. Et le crime de lèse-majesté qu'on a fait avec Michel Rivasi, c'est de dire, en communiquant d'un site éminemment complotiste qui est la salle de presse du Parlement européen, de communiquer juste
le communiqué de presse du Parlement européen qui dit que avec les solutions vaccinales contre le Covid, on fait entrer des OGM dans la solution vaccinale, alors que, et je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis le paysan de service, mais j'ai été scientifique et j'ai travaillé pour l'ennemi puisque je mettais au point des clones et des OGM dans ma vie. Et donc, on a dénoncé, ou en tout cas on a mis en lumière le fait que, alors qu'on a lutté contre les OGM dans nos assiettes, qu'on a lutté contre les OGM dans les champs, on avait des OGM dans ces solutions vaccinales. Et à partir de là, et c'est toute la violence des lobbies, on devient des anti-vax, alors qu'on ne l'est absolument pas. J'étais avec Michel Rivasi quand elle est allée, et je peux vous dire, quand elle est allée se faire vacciner Pfizer, c'était à Strasbourg, j'étais à côté d'elle. Donc, il y a pas de sujet. C'est juste qu'on a alerté la population sur le fait que y avait des OGM dans ces solutions. Voilà. Et à partir de là, on est classé anti-vax, on est fou à détruire. On nous fait raconter des trucs qu'on n'a jamais racontés, et on finit devant les tribunaux pour calomnie, diffamation, mensonge, et j'en passe et des meilleurs. Alors pourquoi Jadot voulait que tout le monde se fasse Vas-y. Non mais le parti vert, excusez-moi le parti vert, je vous rends hommage. Mais le parti vert, à quel moment vous avez dit à tout le monde qu'il y avait des OGM dans ces solutions? Vous m'avez pas, à quel moment vous m'avez pas laissé terminer. Michel a porté des ateliers à des journalistes. Michel l'a porté, mais vous n'avez rien dit. Et c'était des ateliers du parti dans les journalistes. C'était juste la dernière partie de ma démonstration. T'as foutu la merde, t'as vu? Non, je finis juste. Moi, contrairement à vous, moi, je trouve que c'est particulièrement ça, parce que c'est ça le rôle d'un parti politique. C'est de susciter le débat, qu'à un moment donné, parce que la polémique monte, parce que les lobbies veulent jeter l'opprobre et le discrédit sur des gens comme Michel, et en l'occurrence j'étais dans la même barquette, que le parti politique nous consulte et nous dise expliquez-nous ce qui se passe, expliquez-nous pourquoi c'est la fatwa sur vous, sur ce sujet-là. Et ça nous a permis d'expliquer à Marine Tondelier. Pas la fatwa, non, rajoutons pas. Non, mais la fatwa, pas de toi. Non mais arrête Marine. Mais ça nous a permis d'expliquer ce pourquoi on était sorti du bois, c'est-à-dire le fait que dans ces injections il y avait des OGM. Point barre. Et qui l'a redit depuis chez vous? Bah, moi, vive les lanceurs d'alerte! Qui l'a redit? Allez-y, vive les lanceurs d'alerte! Que nous allons honorer. Corinne. Allez-y. Attends, 30 secondes. Didier. Je dois couper la parole. Romain Pauque pour le magazine Nexus. Donc déjà, alors je ne vais pas poser de questions polémiques, mais juste un petit peu de contexte pour les personnes qui sont ici. Il y a aussi Frédéric Baldan qui ne s'est pas exprimé et qui porte la plainte dont vous avez parlé, qui essaye d'avoir la lumière sur ces SMS que Ursula von der Leyen n'a pas donné sur le sujet. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Moi, j'étais sur un autre magazine à l'époque, on a vécu des choses sous le pass sanitaire, et Corinne aurait pu le dire. Moi, c'était à ce moment-là où j'ai rencontré en vrai Madame Rivasi, que je connaissais depuis longtemps. Les soignants suspendus, elle s'est battue pour ces soignants qui ont été privés de salaire pendant 20 mois, 18 mois, 20 mois. C'est des situations abominables. Beaucoup sont traumatisés. On fait encore des travaux dessus dans notre magazine. Et effectivement, je peux comprendre l'émotion qu'il peut y avoir chez Corinne, qui fait un travail formidable. Madame Müller-Bronn s'est exprimée dessus. Elle sait la difficulté que c'est en politique de parler sur ces sujets-là et d'avoir ce courage. Et c'est vrai que moi, qui ai grandi avec les Verts en tant que militant ou jeune, j'étais très porté sur l'écologie, on a été un peu choqués par le comportement de certains dans le parti. Moi, j'ai eu des refus par mail ou de personnes qui ont été évoquées, qui ne sont pas ici présents, qui ne voulaient pas parler là-dessus. Donc c'est pour ça que, effectivement, quand on a un prix Michel Rivasi, comme Corinne l'a évoqué, il n'y a pas de médias mainstream qui sont venus aujourd'hui, et on le regrette, et j'imagine que vous le regrettez aussi, et ça aurait donné, effectivement, on est là, non pas pour... On démarre, bien sûr. On démarre. Mais c'est un chemin long, difficile. Voilà, ouais, tous ensemble. Vous démarrez, mais on est là aussi, monsieur. C'est juste une question de courage. On est ensemble, je pense. Là, je vous tombe pas dessus du tout. Nous, on est là, effectivement, pour essayer de favoriser, de créer du lien, et non pas autre chose. Bref, au-delà de ça, donc, on a dit ce qu'il y avait à dire là-dessus. Maintenant, j'aimerais revenir à l'origine de ce prix, qui était sur Madame Rivasi et le combat. Et donc, j'aimerais parler non pas aux politiciens, mais aux amis. Est-ce que vous avez vécu avec elle? Et ma seule question, c'est qu'est-ce qui différencie pour qu'on puisse inspirer les jeunes générations et les prochains à pouvoir être des Madame Rivasi, à avoir ce courage-là, effectivement, d'aller sur tous les sujets, parce qu'on est attaqué en société par ces lobbies partout, sur l'agroalimentaire, sur le pharmaceutique, vous en avez parlé, sur la finance, ça a été évoqué. Qu'est-ce qui différencie, vous qui l'avez vu,
qu'est-ce qui différencie quelqu'un comme Madame Rivasi de d'autres politiciens ou d'autres citoyens en général de pouvoir parler librement? Merci à vous. Je vais pas répondre à la question. Moi, je vais répondre à un truc. C'était juste pour vous dire, il n'y a pas à cette table que des verts. Oui, salut Corinne, salut Jean-Luc. Et donc, c'est bien que votre intervention ait mis en scène un événement qui concerne les Verts, sa direction, quelques membres. Mais enfin, le jury du prix Rivasi, les organisateurs, c'est pas les Verts, quoi. Hein, c'est des gens motivés sur l'alerte. De la même façon que sur le temps de parole et tout ça, dans l'alerte, nous sommes tous très conscients qu'il y a beaucoup à fouiller sur l'aluminium, sur les vaccins, sur les obligations de passe sanitaire. On est tous conscients. Mais il n'y a pas que ça dans l'alerte. Il y a des alertes sur le crapaud machin qui disparaît, il y a des alertes sur une autoroute, il y a des alertes sur des fuites fiscales, etc. Sauf que ça, c'est de l'actualité récente que tout le monde a vécu. Et dernière chose sur la souffrance de Michel, quand elle avait justement un vécu douloureux d'un conflit où qu'elle sentait qu'elle était mal reçue au sein de son parti ou au sein de son groupe, etc., elle me téléphonait. Et elle me disait, tu te rends compte, par exemple, ils m'ont fait retirer le tweet et tout ça. Jamais personne n'obligera Michel à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça mature dans sa tête, elle fait un choix. Et sur les journées d'été où le pass sanitaire était obligatoire, elle m'a téléphoné, je dis, on va se retrouver. Elle fait, non, je pourrais rentrer, mais il m'emmerde. Voilà. C'était Michel, elle prenait ses décisions, et il faut bien avoir ça en conscience, que le jury du prix Michel Rivasi, c'est pas l'autopsie et le règlement de compte d'un événement de frottement regrettable. Et à cette table, je sais pas si tout le monde était arrivé, mais je crois qu'il y a un orateur sur deux qui a dit que Michel n'avait pas toujours été entendu au sein de ses collègues dans son parti. C'est à la table même qu'on l'a dit. Hein. Donc voilà. Je pense qu'il faut pas se friter là-dessus, faut avancer. Corinne, après Jean-Luc. Juste dire un mot de réponse à la question de monsieur, qui est une belle question. Je pense, monsieur, que ça commence d'abord par un minimum de connaissances. Si vous voulez être entendu, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Pour ne pas raconter n'importe quoi, il faut savoir. Donc, avoir appris. Je pense qu'on a un très gros problème de formation de nos jeunes chez nous. Voilà. C'est pas le lieu d'en faire le débat, mais ça commence avec ça. Alors, on ne demande pas d'être omniscient, mais on demande sur un sujet qui vous tient à cœur d'avoir essayé de regarder les tenants et les aboutissants, notamment scientifiques, du sujet. Michel était une scientifique et quand elle disait un truc, c'était fondé. Elle était capable de dire le pourquoi du comment. La deuxième chose, c'est d'avoir la foi, quelque part. C'est-à-dire d'avoir la conviction et l'envie de défendre quelque chose. Si vous n'avez pas la foi chevillée au corps, vous n'aurez pas la capacité de lever les obstacles. Parce que les obstacles, ils sont immenses. À l'intérieur, à l'extérieur, devant, derrière, en bas, en haut, tout ce que vous voulez. Donc voilà, se dire que on défend quelque chose auquel on croit et qu'on va le défendre jusqu'au bout. Ça, c'est quand même quelque chose que beaucoup de jeunes ont à l'intérieur. Ils ont envie de faire quelque chose de leur vie. De vouer sa vie à un combat, c'est quelque part réussir sa vie. C'est-à-dire lui donner un sens. Voilà. Et je crois que Michel, elle avait ça. Vous voyez, je reviens pas sur toutes les qualités qu'on a rappelées, mais juste, je voulais pas laisser, monsieur, votre question sans réponse, moi, avec ma réponse qui n'engage évidemment que moi. Je suis d'accord avec toi aussi, bravo Corinne. Jean-Luc après Noël et Karima. Quand Serge Roux lance l'idée de vivre dans l'énergie de Marseille, et 200, 250, d'autres, l'idée derrière ça, quand on est tous d'accord, quasiment inébranlable. Donc c'est ici, les gens qui justement, par rapport à tout ce qu'on vient de raconter, remettre Michel Rivasi dans ce qu'elle était complètement. Remettre dans la complexité telle de l'idée. Remettre derrière tout ça, parce que vous savez tout ça. Mais les histoires de partis politiques, c'est pas toujours sympathique. On savait tout ça. Quand on a fait ça et qu'on le met en place, là, sur la vie est bien en place,
c'est derrière tout ça. C'est par rapport à tout ce que vous avez raconté. C'est-à-dire, remettre du positif, du très positif derrière tout ça, sans oublier la complexité. Parce que, est-ce qu'on est tous d'accord ici par rapport au vaccin, j'en sais rien. Mais moi, j'ai très mal vécu de la période du pass sanitaire. Extrêmement mal vécu. J'ai extrêmement mal vécu, comme beaucoup d'autres, je suppose, cette intersection de circuler. Parce qu'on peut dire, il y a le pass sanitaire, mais on n'avait pas le droit de circuler, pas le droit d'aller en montagne, pas le droit d'aller au bord de mer. Enfin, on a vécu quelque chose. Donc, en tout cas, moi, je ne pensais pas vivre dans ma propre vie, une période où on m'interdisait de circuler dans des endroits, quels qu'elles soient les endroits. Voilà. Donc l'idée du prix Rivasi est extrêmement positive par rapport à tout ça. Et bien au-delà, on est ici, on a les parcours écolos communs, on a les parcours diversifiés dans les formations politiques dans lesquelles on a été. Par exemple, l'argent en bois. Mais des fois, on s'écarte, on fait toujours pas se recroiser. Disons que on s'écarte, pas forcément pour s'écarter. On peut avoir des stratégies différentes. Ok, passons. Mais vraiment, restons sur l'idée que ce prix Rivasi par rapport à ça, il est positif. Et par ailleurs, hein, on va très vite, si ce prix marche, on a vu comment a été traité Watson, comment est traité cet homme que je ne connaissais pas, excusez-moi. Hein, comment il est traité. Oui, j'ai compris, mais merci aussi, je retienne le nom. Clairement, on a l'idée derrière tout ça, j'en ai parlé à d'autres réunions d'hommage à Michel Rivasi. Hein, on peut être traités tous d'éco-terroristes aujourd'hui, facilement. Donc l'idée derrière tout ça, du prix Rivasi, c'est de refaire du positif et de remettre l'action sociétale, l'action politique au centre, en partant Michel Rivasi, dans tout ce qu'elle est. Merci Jean-Luc. Noël. Ouais, juste pour rebondir sur ce que dit Jean-Luc, par rapport à la discussion de la quelques minutes, sur la question de la complexité. La pensée écolo, c'est une pensée de la complexité. Et dans une société qui s'attache à cultiver la simplification et à présenter au monde l'image d'un monde qui ne serait que binaire, des médias qui n'accordent plus de place à la complexité aujourd'hui et qui sont dans l'injonction, et quand ils vous invitent en une émission, vous êtes pour ou vous êtes contre, il n'y a pas la place pour l'espace qui est entre les deux. C'est normal qu'on assiste à des discussions comme celle-ci, parce que ce que défendait Michel, c'était d'introduire de la complexité dans des sujets qui en plus deviennent très vite passionnels, parce qu'ils mettent en cause nos libertés, parce qu'ils mettent en cause notre santé, parce qu'ils nous confrontent à des situations dans lesquelles nous n'étions, qui sont très abruptes pour nous, et auxquelles nous n'étions absolument pas habitués. Et donc, le prix Rivasi, ça sert aussi à montrer qu'il y a encore de la place pour la complexité dans ce monde, et que c'est justement si on cultive cette complexité qu'on arrivera à lutter contre l'ignorance et contre la peur de soi. Car moi j'ai été journaliste comme Corinne, j'ai été politique, mais s'il y a un lien qui peut exister entre le journalisme et la politique, c'est précisément de lutter contre l'ignorance et contre la peur de soi. Ça, c'est une vertu cardinale que l'on doit observer les uns et les autres si on veut être respecté et si on veut que cette société progresse en matière de liberté, en matière d'état de droit, et se sente non pas en permanence menacée, dans l'inquiétude et dans la fragilité, mais se sente forte. Et c'est ça qu'on doit diffuser auprès de nos citoyens. Pour revenir sur ce que disait Corinne il y a quelques instants, il disait nos jeunes ne sont pas assez formés. Mais moi, je suis un vieil écolo, je disais tout à l'heure, on est vintage, mais je suis passionné, je suis enthousiasmé par la qualité des jeunes activistes écolos aujourd'hui. Et ces jeunes activistes écolos, ils sont informés, ils savent très bien, ils connaissent très bien les dossiers qu'ils défendent, et quand par exemple on les traite d'éco-terroristes parce qu'ils jettent un peu de tomates sur le verre qui protège une œuvre d'art, ils savent très bien ce qu'ils font, et ils le font eux dans un contexte très précis. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte. Pour contrer ce que disent les journalistes, ils vous disent qu'ils ont saccagé, ils n'ont rien saccagé du tout, et il faut qu'on trouve la place de l'explication de pourquoi ils l'ont fait. Ça, c'est très difficile, et c'est pour ça que le prix Rivasi, ça peut contribuer pour sa part, comme les colibris, à faire en sorte qu'on progresse de ce point de vue-là, et qu'on ne rende pas les gens
ignorants et soumis, comme ils le sont malheureusement trop souvent. Mais parce qu'ils ont toujours tous les citoyens ont une part d'intelligence. Hein. Faut pas non plus considérer qu'il n'y a que des bœufs. Non mais moi je réponds à votre question, c'est simple, comment on entraîne cette jeunesse? Mais cette jeunesse, elle veut donner un sens à sa vie, tout simplement. Et le sens à sa vie dans, notamment, lever des causes, c'est quand même aussi, il faut le dire, défendre l'intérêt général. Et notre prix, il est là aussi pour les amener sur des choses, par moment, et Corinne a raison sur l'expertise, il faut à un moment avoir les moyens de l'enquête, de l'expertise, etc. Vous voyez ça aussi. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment qu'on mette en évidence, c'est qu'il y a plein de figures qui sont très médiatisées. Moi, je me souviens on a eu des discussions avec Eva Joly sur Antoine Deltour, tu te souviens? On a eu des discussions au Parlement européen sur les LuxLeaks qui étaient extraordinaires, extraordinaires. On a eu des vrais grands débats, mais à chaque fois, on était heurtés par ce que vous dites, notamment à un moment, comment on arrive à aider ces lanceurs d'alerte sur le droit à l'information et la visibilité du droit de savoir. Et c'est là où ça devient très intéressant parce que le prix Rivasi va donner, et je le pense parce que nous sommes tous cette source de donner à voir ce que nous ne savons pas encore. Donc des causes, et comme disait Marie Blandin, des causes justes. Mais moi j'insiste sur le fait aussi que ce prix va nous apporter un apport démocratique essentiel. La démocratie, et dans notre société, nous avons besoin de récompenser aussi des gens qui amènent à réfléchir et amènent à porter des causes totalement nouvelles. Voilà, donc c'est aussi un lien démocratique qui est très important dans nos sociétés. Donc je pense que ça va aussi mobiliser cette jeunesse qui a soif aussi de démocratie, qui a soif de savoir et qui a soif aussi de montrer aussi que son engagement va être couronné à part cette personne, cette figure extraordinaire qui était Michel Rivasi. Alors peut-être Merci, que vous allez aider, Attends, le prochain, peut-être que vous allez au moins regarder les lanceurs d'alerte qui vont parler des effets secondaires du vaccin. Peut-être. On va regarder tout le monde. Bien sûr. Promis. Sur quels critères, c'est pas de développement pour Agora. Sur quels critères entendez-vous demain décerner ce prix? Sur quel fondement allez-vous vous baser pour le décerner? Et ma deuxième question, parce que j'ai la main, j'en profite. Hein, On est vraiment tous des écolos. Ouais, je suis journaliste, je suis également élu local. Et ma question, c'est comment allez-vous permettre à ce prix de rayonner suffisamment pour décrasser la médiocrité des élus locaux dont je fais partie? Ça, c'est Michel Rivasi qui répond. Oui, je suis d'accord avec ça. Il est venu chez moi, en l'occurrence sur mes terres, je crois, à côté de Saint-Malo. Vous étiez venu et essayer d'expliquer à des élus locaux en quoi une sorte d'habitude pouvait engendrer des conditions sociales. Et ces élus locaux, en l'occurrence, n'y voyaient qu'un oiseau en termes d'emploi ou d'économie financière. Comme beaucoup, hein, comme la majorité. Hein, voilà, votre prix, ça arrivera à quoi pour faire en sorte que les élus locaux soient indébiles demain? Ah, bravo. Il faut qu'il y ait plus d'élus écolos. Il faut plus d'élus écolos. Attends, les élus écolos convaincus. Hein.